Bonjour, bonsoir. Merci d'être venu, d'être présente et présent pour ce qui ne sera pas, déjà je tiens à vous l'annoncer tout de suite, une leçon de cinéma, parce qu'il ne s'agit pas de faire la leçon, en tout cas je n'en ai pas la légitimité, même si j'ai une formation d'historien. Je vous propose à la place de cette leçon ou de ce cours de courir avec moi en fait. Voilà, je vous propose plutôt une course plutôt qu'un cours de cinéma. Parce que il y a une histoire longue, complexe, conflictuelle, multiple, plurielle, qui nous intéresse, et vous intéresse si vous êtes venu ce soir, qui concerne la question de comment on fait du cinéma en Algérie. C'est une question qui n'a pas cessé de se rejouer depuis pas mal de temps déjà, qui peut donner lieu à des histoires, de grandes histoires, comme de grandes épopées, qui, pour partie, recoupent la grande épopée de la révolution et de l'indépendance pendant la guerre d'indépendance algérienne et puis ses conséquences. Mais ça, c'est le versant un peu officiel de l'affaire. Ça, c'est de l'histoire, c'est-à-dire de la sédentarité, des grands noms, des grandes dates, des grands faits. Moi, ce que je m'intéresse plutôt de vous proposer, c'est un montage sous la forme d'un archipel pour nous permettre de courir après cette histoire-là, l'histoire du cinéma en Algérie, et de la faire fuir, en fait, et de la faire fuir pour suivre des lignes qui nous permettront d'interroger cette histoire, mais par le biais d'exceptions, de singularités, de cristaux d'intensité, de nouveautés, qui, au contraire, problématisent ce qui pourrait s'apparenter à une histoire du cinéma algérien, et qui problématisent notamment le rapport entre des personnes qui ont eu le désir de faire des films en Algérie et l'État, qui a été longtemps le pourvoyeur en financement pour permettre à ces films d'exister. Donc ce sera une course avec des îles qui nous permettront donc de courir et de faire courir cette histoire, ou de la faire fuir plutôt, de la faire fuir, et d'éviter qu'elle soit une histoire officielle. Ça sera aussi une balade subjective, bien évidemment. Courir avec des îles, parce qu'on ne peut pas ne pas penser de manière archipélique, si on retient ce beau terme proposé par Édouard Glissant, quand on s'intéresse à ce qui s'est fabriqué, se fabrique encore de cinéma en Algérie, archipélique, parce qu'après tout, Alger, la capitale de l'Algérie, Al-Jazaïr, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les îles. Donc penser de manière archipélique, ce n'est pas simplement une petite coquetterie poétique, c'est, je pense, une vérité qui permet d'appréhender de manière peut-être un peu plus singulière, justement, ce qui caractérise la singularité de ce qui a pu se fabriquer et se fabrique encore de cinéma en Algérie. Alors il faut bien commencer, et la question des commencements est déjà compliquée, parce que est-ce que le cinéma algérien ou le cinéma qui se fabrique en Algérie commence en 1962, au moment de l'indépendance? Pas sûr. Est-ce que ça a commencé avant? C'est certain. Et puis ça a commencé aussi bien avant, et après tout ça commence avec l'histoire du cinéma. Et ça commence avec une histoire du cinéma qui est non seulement l'invention du cinématographe par les frères Lumière, comme vous le savez, mais ça commence aussi avec un pays qui n'était pas l'Algérie, mais qui était encore la France. C'est-à-dire que le cinéma, ou les premières images de cinéma en Algérie, ce ne sont pas des images faites par des Algériens à destination des Algériens, ce sont des images tournées à l'époque où l'Algérie était un pays colonisé, à l'époque de la France qui était un empire colonial, et dans cet empire-là, l'Algérie était évidemment une part importante. Donc des images existent, parmi lesquelles celles qui ont été tournées par un des grands opérateurs des Frères Lumière, Alexandre Promiot, a fait des vues d'Alger dès 1896. Si on avait eu les moyens, le temps, j'aurais voulu vous parler d'un opérateur moins connu, algérien, celui-là, algérien français d'Algérie, mais qui se considérait comme algérien, qui s'appelle Félix Mesguich. Félix Mesguich a tourné des vues très intéressantes en Algérie, d'ailleurs, qui ont suscité l'intérêt de Rachid Boudjedra. Rachid Boudjedra, probablement que beaucoup d'entre vous connaissent son nom, c'est un des plus grands écrivains algériens, il est encore, et l'un de ses premiers livres est consacré à la naissance du cinéma algérien. Il a été publié par les éditions François Maspero au début des années 70, en 1971, si ma mémoire est exacte. Et il parle de Félix Mesguich, et il dit c'est très intéressant parce qu'à la différence des vues lumière, Mesguich allait beaucoup plus près des gens. Il les filmait avec un peu plus d'empathie, probablement aussi parce que ces gens-là, ils les connaissaient un peu. Donc ce serait très intéressant, à mon avis, de redécouvrir le travail accompli par cet opérateur-là. Et puis, il y a eu des films tournés dans un
univers, un imaginaire que Rachid Boudjidra, d'ailleurs lui-même à nouveau, qualifie d'algérianiste. C'est l'époque de l'algérianisme qui est pour l'Algérie ce que l'orientalisme analysé par Edward Said est pour l'ensemble des mondes orientaux, c'est-à-dire un ensemble de représentations stéréotypées qui permettent à un pouvoir de reproduire son imaginaire à destination de celles et ceux à qui il le destine. Donc il y avait un algérianisme qui vantait la colonisation française en Algérie, ses trésors, ses réussites, et l'assentiment des populations autochtones à ces réussites-là. Et dans ce cadre-là, des films ont été produits de la fin du 19e siècle jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu 30-40 films français qui ont été tournés, dont le sujet était l'Algérie. Alors, ce sont des films très intéressants, là aussi, qui mériteraient probablement une analyse beaucoup plus approfondie, mais juste quelques éléments comme ça. D'abord, ces films-là, ils ont toujours été tournés à Paris la plupart du temps. Ils ont souvent été tournés dans les studios Joinville de Pathé Cinéma. Il y avait quelques vues qui étaient tournées à Paris, en Algérie, à Alger très souvent, même à Marseille, parce que Marseille c'était déjà un peu l'Algérie pour les fabricants de ce cinéma-là. Et dans l'ensemble de ces films, il y a un film que vous connaissez sûrement, c'est Pépé le Moko, de Julien Duvivier, qui a été tourné en 1937. Alors, on aurait pu montrer aussi un extrait de ce film-là, mais je préfère vous parler peut-être davantage d'un autre film moins connu, mais en tout cas, Pépé le Moko a fixé un certain nombre de traits qui s'inscrivent tout à fait dans cet imaginaire algérianiste-là. Alors, évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas critiquer l'ensemble d'impensés qui caractérisent ces images-là. Par exemple, dans ce film-là, qui raconte l'histoire d'un truand joué par Jean Gabin, qui se réfugie dans la Casbah, mais la Casbah est une reconstruction en studio à Joinville. Vous avez Fréhel, qui joue une Algérienne, et puis vous avez Larbi, le mouchard, qui est joué par Marcel Dalliot, un juif. C'est très intéressant de réfléchir à ces choses-là aujourd'hui. Un film aussi passionnant parce que c'est un film qui s'inscrit complètement dans ce qu'on appelait le populisme tragique, qui caractérise le réalisme socialiste du grand cinéma français de cette époque-là. Donc c'est un film qui ne manque pas d'intérêt, mais évidemment qui s'inscrit aussi dans un rapport particulièrement problématique à l'égard de la réalité de ce qui constituait l'Algérie à l'époque. En revanche, mais je ne vais pas vous montrer l'extrait parce que comme c'est une course, il faut aller vite. Et déjà, le temps me file et me glisse entre les doigts. Et l'extrait était un peu trop long. Mais en tout cas, je vous invite à découvrir, si vous ne le connaissez pas, un film de Jean Renoir qui s'appelle Le Bled, qui est le dernier film muet que Jean Renoir a tourné. Il l'a tourné en Algérie. Et il a vraiment tourné en Algérie, son film. À l'exception de quelques intérieurs qui ont été tournés dans les studios parisiens, Jean Renoir a tourné ce film à Alger, dans la Mitidja, donc dans l'arrière-pays paysan d'Alger. C'est un film absolument passionnant et c'est une singularité parce que ce film-là, d'abord, c'est une commande. C'est une commande à la fois produite par une petite société dite des films historiques, avec laquelle Jean Renoir avait déjà travaillé pour un film précédent qui s'appelle Le Tournoi dans la Cité, mais c'est une commande du gouvernement central d'Alger, au moment de la célébration du centenaire de la conquête de l'Algérie par la France. Et Renoir est invité à faire un film dans ce cadre-là. Et le film est passionnant, parce que c'est un film retors. C'est un film qui, pour partie, répond à la commande, et pour partie, s'en désintéresse complètement. Alors j'aurais voulu vous montrer une séquence absolument géniale, extraordinaire, très culottée, où le héros, qui est un jeune homme assez désargenté, retrouve son oncle, qui est un grand propriétaire terrien, donc dans l'arrière-pays agricole d'Alger. Et cet oncle lui explique, par l'aide d'un grand discours, l'épopée qu'a été la conquête de l'Algérie lors de l'arrivée des troupes françaises de Charles X à Sidi Férouk en 1830. Et vous avez à ce moment-là un grand moment de propagande, avec des soldats, toute une série de fondus enchaînés, des soldats qui précèdent l'arrivée des charrues qui vont remuer la terre, l'ensemencer. C'est un montage assez eisensteinien, c'est assez soviétique ce moment-là. Mais surtout, quand vous voyez tous ces soldats arriver, ce sont des soldats de plomb. Ce sont des soldats de plomb qui sont très exactement les mêmes que ceux que Renoir a mis en scène 2 ans auparavant dans un de ses films les plus connus de l'époque du muet qui s'appelle La petite marchande d'allumettes, d'après le conte de Hans Christian Andersen. Et c'est drôle évidemment de voir ces petits soldats de plomb au moment de l'évocation comme ça très outrancière de la part de cet oncle. Et puis surtout quand on revient à la fin de ce discours, de cette épopée, à la réalité, on voit ce neveu qui s'est complètement désintéressé de ce discours et de la pompe associée à ce discours-là, parce qu'il voit Claudie,
qui est la jeune femme dont il est amoureux et il a envie plutôt de lui courir après, quoi. Et là, on retrouve le grand cinéaste qui est Jean Renoir, c'est-à-dire celui dont Jacques Rivette disait qu'il était un poète du relatif. Voilà. Vous avez le grand discours, là, les grandes orgues de l'épopée, vous voyez les soldats de plomb, et puis vous voyez un garçon qui est plutôt intéressé par la silhouette de la jeune fille d'à côté. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse moi, parce que là, à ce moment-là, quand Renoir fait ça, pour partie, il est captif de la commande, de l'idéologie. Bon, ça n'a jamais été un grand militant politique. Renoir, c'est toujours été quelqu'un qui a su louvoyer par rapport à l'histoire, mais il a aussi suivi son désir. Et son désir, c'est pas l'idéologie, son désir, c'est pas évidemment de s'inscrire complètement dans la pompe de ce discours, mais au contraire de montrer déjà en quoi il a un caractère mécanique. Il y a d'autres moments dans le film qui montrent aussi que des gens qui vivent à cet endroit-là et qui ne sont pas français vivent depuis bien plus longtemps que les Français qui arrivent. Le film est très riche, je vous invite à le voir. Il a été édité par Gaumont il y a quelques années de cela, Le Bled, donc qui est le dernier film muet de Jean Renoir, et si on avait eu le temps, évidemment, on l'aurait montré. Bon, voilà, là on a des images, mais évidemment des images tournées par des Français dans un cadre qui est celui de la colonie. Le cinéma reviendra en fait après la Seconde Guerre mondiale et reviendra très précisément pendant la guerre d'indépendance. Et ça c'est vraiment une singularité. Ça c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel pour plusieurs raisons. À nouveau, je m'appuie sur Rachid Boudjedra, donc dans ce livre, la naissance du cinéma algérien. Rachid Boudjedra a raison, souligne que le cinéma algérien, le cinéma national même, algérien, est né avant l'État algérien, avant la création de l'État. C'est une amorce de cet État. Des films ont été faits à partir de 1957 jusqu'à 1962, et ils ont été faits dans un cadre particulier, c'est la guerre. Et ces films-là ont été faits pour partie par des Français qui ont rejoint la cause algérienne et qui se sont mis en exception par rapport à l'État. Donc ils ont fui l'État. Ils ont fui l'État contre l'État français colonial pour rejoindre la cause algérienne. Et ces gens-là ont subi la répression de la France ou de l'État français quand ils ont rejoint la cause algérienne pour participer à ces films qui allaient offrir la publicité nécessaire à obliger les Nations Unies ou ce qu'on appelle la communauté internationale, en tout cas faire pression sur la France dans une politique qui était de dire c'est pas une affaire franco-française, la guerre d'Algérie, c'est la guerre d'indépendance algérienne, pour le dire plus précisément, c'est une affaire internationale. Parmi ces Français, il y a des noms qui me tiennent à cœur de vous citer. Il y a un homme qui s'appelle Pierre Clément, il y a René Vauthier, qui est évidemment l'un des plus connus. Il y a Cécile de Cugis. Cécile de Cugis, c'est une trajectoire absolument extraordinaire. Cécile de Cugis a intégré le réseau Janson. C'était une porteuse de valises. Elle a fait 2 ans de prison pour ça. Et au moment où elle a fait ces 2 ans de prison, ou à un moment où elle était militante, elle a aussi travaillé avec la Nouvelle Vague, au début du mouvement. Elle a notamment monté, c'était une monteuse, elle a monté les premiers films de François Truffaut et de Jean-Luc Godard. Et puis elle est devenue la monteuse attitrée d'Éric Rohmer, qui était loin d'être un anticolonialiste. Mais elle a travaillé avec lui de Ma nuit chez Maud jusqu'aux Nuits de la pleine lune. Bon, c'est une grande monteuse, elle est liée à la Nouvelle Vague et elle est liée à la cause algérienne. C'est très intéressant, ça, ces questions-là. Elle a fait 2 ans de prison et elle a travaillé sur un certain nombre de films, parmi lesquels Les Réfugiés, bon, parce que c'est l'époque où beaucoup de déplacements de population, dont des historiens disent qu'il s'agissait de déportations, ont été effectués, et beaucoup de populations étaient déplacées du côté tunisien. Donc c'est du côté tunisien que ces films ont été faits avec des réfugiés algériens, évidemment des transfuges de la guerre. Donc il y a eu ce film-là, il y a eu un certain nombre d'autres films qui ont été faits, l'Algérie en flammes par René Vauthier. Et puis j'en arrive à un de ces films qui appartient à cette constellation extraordinaire où l'internationalisme, l'anticolonialisme, le désir de participer à des mouvements révolutionnaires ont permis à ce que des films existent pour dire voilà, là il y a un combat à mener qui est aussi un combat de cinéma, mais qui est un combat pour la liberté. Il y a un film qui s'appelle J'ai 8 ans. J'ai 8 ans, et on montrera un extrait de ce film dans quelques secondes. C'est un film vraiment important, c'est un film de 9 minutes qui a été réalisé en 1962. Ses auteurs sont Yann Lemasson, Olga Polyakov, sur une idée de René Vauthier, mais à partir d'un travail
qui a été fait par Frantz Fanon. Alors Frantz Fanon, évidemment, c'est une figure très très importante dans ce contexte-là. Frantz Fanon, le psychiatre médecin martiniquais qui dirige l'hôpital psychiatrique de Blida, a rejoint la cause algérienne, écrit Les damnés de la terre, et a commencé à récolter des dessins d'enfants traumatisés par la guerre, blessés, qui ont vu leurs parents assassinés devant leurs yeux et qui ont dessiné tout ça. Ce film de 9 minutes donc, a été constitué sur la base de leurs récits, de leurs témoignages et de leurs dessins. Et d'ailleurs, on va regarder tout de suite le premier extrait, donc c'est l'extrait numéro 2 de J'ai 8 ans. Mon père était un aideur au genou. Les soldats de la France, ils ont dit, eh ben, nous allons attraper cet homme qui l'aide les genoux. Et la France, elles ont fait un grand cerclage. Ils ont attrapé tous les hommes, beaucoup d'hommes aussi, qui l'aident les genoux. Ils ont mis en prison le capitaine et l'a dit, voici, c'est celui-ci l'homme qui l'aide les genoux. On va le faire quelque chose. Ils ont frappé mon père et après, ils ont le fait dans l'eau chaude et après dans l'eau froide. Et après, ils ont le porté dans notre ferme et ils m'ont dit à moi, voici ton père, on va le tuer. Ils ont tué avec un coup de mitraillette. Ils ont dit à ma mère, tu es contente ou non? Voilà, donc c'est un film extraordinaire, hein. Ce film qui fait 9 minutes, que vous pouvez voir, d'ailleurs il est disponible sur YouTube. C'est un film qui est important pour beaucoup de raisons. Alors, pour revenir sur l'histoire de la fabrication de ce film, c'est un film qui a été montré en France pour la première fois 2 jours après les massacres de Charonne. Donc c'est un geste politique fort. Le film a été saisi 17 fois et a été censuré 12 ans avant d'obtenir son visa en 1974. Yann Lemasson est un parachutiste qui découvre l'horreur de la guerre, revient de son service et décide de rejoindre la cause algérienne. Ce n'est pas le premier breton à le faire, alors ça c'est très intéressant aussi, il faudrait creuser cette affaire. René Vauthier, voilà, le Finistère, c'est intéressant. On voit laisser des réfractaires de l'État central, hein, donc peut-être qu'évidemment la cause algérienne leur a particulièrement parlé. Puis il rencontre aussi 4 sœurs, Yann Lemasson, Maïna Vladi, Odile Versoix, et puis l'une des 4e, c'est Olga Poliakov avec qui il réalise ce film-là. Vous avez vu les dessins, moi, je trouve qu'ils sont extraordinaires ces dessins-là. C'est de l'art brut, digne de Jean Dubuffet, c'est des collages dignes de Matisse, et c'est des enfants de 8 ans qui ont fait ça, parce qu'ils ont déposé dans ces collages et des dessins de la douleur pure, dont ils sont capables ensuite de la traduire, y compris d'ailleurs avec la langue, avec le butin de guerre de la langue du colon. Donc c'est un film très très étonnant, c'est un film important aussi, donc il a été fait encore une fois juste avant l'indépendance, et il y a des enfants dans ce film. Et ça, vraiment, j'y tiens absolument, cette affaire-là, c'est qu'il y a des enfants. Et c'est très intéressant de relever que dans les films, en tout cas qui me semblent les plus à même de soutenir justement une autre histoire que l'histoire officielle des grands films qui ont fait le cinéma algérien, mais des films qui au contraire sont en contradiction, en tension avec l'État, pour essayer aussi d'échapper d'une certaine manière aux prescriptions idéologiques, qu'elles soient de l'État français pendant la période coloniale ou de l'État algérien après l'indépendance, qui avait aussi son agenda idéologique, mais d'essayer d'ouvrir des lignes de fuite. Et ça passera par les enfants. Ça passera par les enfants. Et les enfants, vous les voyez tout le temps dans ce cinéma-là. Et est-ce que c'est aussi hasardeux que cela quand vous repensez au cinéma italien, quand vous pensez à l'invention italienne du néoréalisme et de voir qu'il y avait tellement d'enfants dans ces films, dans les films de Roberto Rossellini, bien sûr, dans les films de Vittorio De Sica, Rome, ville ouverte, Almagnane Zéro, Choucha, etc. etc. C'est avec les enfants qu'on recommence un monde. Hein. C'est avec les enfants qu'on recommence un monde, et c'est avec de l'enfance aussi qu'on a du désir, qu'on a le désir du possible. Bon, les enfants, voilà, traversent tous les films dont j'aimerais vous parler ce soir, et ils sont déjà là très très forts, mais c'est des enfants qui ont été brutalisés, c'est des enfants qui ont été torturés, c'est des enfants qui ont vu leurs parents assassinés. Donc vous avez J'ai 8 ans, voilà, et l'indépendance est là, et elle a été presque d'une certaine manière, en tout cas préparée par un certain nombre de films qui ont été réalisés, donc par notamment des Français,
Les négatifs ont été cachés en Yougoslavie, ils ont été tournés sur la frontière tunisienne. Et ces Français-là ont aussi formé des Algériens qui étaient engagés dans cette lutte-là, parmi lesquels Djamel Chandarli, et puis Mohamed Lakhdar Amina, qui va devenir ensuite un nom important, un des fonctionnaires vraiment du cinéma tel que l'État l'imagine et le conçoit des années 60, en gros jusqu'aux années 80, quoi. Donc voilà, et ça c'est très intéressant. Voilà, on n'est plus dans l'algérianisme et on est dans un moment qui est celui de la guerre et celui du cinéma au service de la guerre, mais au service aussi d'un désir de se mettre en exception pour des Français par rapport à ce que la France faisait en Algérie. Alors j'ai parlé de Yann Lemasson et maintenant j'aimerais vous parler d'une autre figure qui est très importante, c'est Jacques Charby. Jacques Charby a réalisé un film qui est considéré comme le premier long métrage de fiction post-indépendance, qui s'appelle Une si jeune paix, en 1964. Alors à ce moment-là, des structures ont commencé à se mettre en place, l'équivalent d'un centre national du cinéma, donc là algérien, une radiodiffusion télévision algérienne, et ce sont ces structures-là qui commençaient à se mettre en place, qui ont participé à la production de ce film, à l'époque où, donc 2 ans après l'indépendance, l'Algérie tient encore à son programme, je dirais, socialiste autogestionnaire, même si des luttes entre factions au pouvoir existaient déjà, mais où la lourdeur, je dirais, des prescriptions idéologiques de l'État était moins forte que dans la deuxième moitié des années 60. Et Jacques Charby fait ce film, c'est un film unique dans tous les sens du terme. C'est un film unique parce que c'est le seul qu'il ait jamais réalisé, et là aussi, c'est intéressant de voir qu'on a en Algérie des gens qui ont fait des films absolument admirables, et c'est un seul film qu'ils ont pu tourner. Alors il y a 2 exemples en particulier dont on reparlera par la suite. Taria Yadidou de Mohamed Zinet en 1971, et puis à la fin des années 70, en 1979, plus particulièrement Narla de Farouk Beloufa, et on est très heureux à Tigritude de vous proposer une projection de ce film magnifique. Des films uniques, des films qui n'auront pas de suite d'une certaine manière, sinon peut-être par l'effort que font les jeunes réalisateurs contemporains à se souvenir que ces films ont été tentés. Et donc, Une si jeune paix. Alors, qui est Jacques Charby? Alors, c'est aussi une trajectoire tellement folle, et en regard de laquelle il y a à nourrir que de l'admiration. Son père était juif, originaire de Tlemcen, typographe, anarcho-syndicaliste. Sa mère était résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour échapper à la Gestapo, elle se suicide. Après la Seconde Guerre mondiale, Jacques Charby intègre la CGT, l'Union de la gauche socialiste, rallie ensuite la cause algérienne après avoir découvert Kateb Yassine, qui a été une lecture absolument décisive pour lui, et extrêmement critique de la position du Parti communiste français à l'époque, puisque quand Guy Mollet, le président de la 4ème République, c'est un socialiste, il bénéficie du soutien du Parti communiste qui vote les pleins pouvoirs, qui lui permettent ensuite de donner, par exemple, à l'armée les clés de la ville d'Alger. Ça va me mener à la bataille d'Alger et aux tortures et aux répressions qui s'y sont déroulées. Donc c'était un communiste anti-stalinien, Jacques Charby. Et pour continuer l'anecdote, il y a eu une polémique entre Henri Alleg et lui dans les années 2000, peu de temps d'ailleurs avant que Jacques Charby décède, en rappelant que les communistes avaient une position discutable sur le plan de l'organisation politique, parce que des communistes, il y a eu Maurice Audin, il y a eu Henri Alleg, il y en a eu d'autres évidemment. Mais la position du parti était une position qui n'était pas tout à fait indépendantiste à ce moment-là. En tout cas, c'était le nerf de la controverse qui a lieu entre Henri Alleg et Jacques Charby dans cette époque-là. Mais revenons dans les années 60. Donc Jacques Charby rallie la cause algérienne, rejoint le réseau Janson, passe par la prison. Il écrit d'ailleurs un livre qui sera censuré sur la vie des Algériens en prison, simule la folie, s'enfuit, passe par la Tunisie. Bon. J'en passe et des meilleurs, enfin, c'est une trajectoire extraordinaire. Et puis donc fait ce film. Il le fait là aussi avec un désir qui passe par la question de l'enfant. Quand je parlais de singularité, d'exception tout à l'heure, c'est aussi la question des minorités. Hein. C'est ça qui m'intéresse. Et tous les films dont on va parler, d'une certaine manière, à quelques exceptions près, sont des films mineurs, au sens où, en tout cas, ce n'est pas les films que l'historiographie officielle du cinéma officiel algérien retiendrait, évidemment, en préférant plutôt mettre l'accent sur des films un peu plus, peut-être pompiers, un peu plus épiques, ou un peu plus conformes à l'idéologie. Là, c'est un film un petit peu différent, mais avec des enfants, et pas n'importe quels enfants.
on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à G8 ans d'Yann Lemasson et Olga Polyakov, c'est que ce sont des enfants qui ont été brutalisés. Et l'enfant, un des principaux enfants du film, que Jacques Charby a adopté, s'appelait Mustapha Belaïd, et c'est un enfant qui a été torturé par les parents. Et il fait partie d'un groupe d'enfants, qui est le sujet du film, de quoi parle Une si jeune paix. 2 groupes d'enfants de la Casbah jouent au foot, se disputent le résultat final de leur match et décident de continuer leur dispute en rejoignant la guerre entre l'OAS et le FLN, de manière tragique. Donc c'est un film qui est très fort parce qu'il montre comment la guerre continue dans la tête de ces gosses. La guerre s'est pas arrêtée en 62, la guerre continue. C'est quand même très intéressant quand on met en regard ce film avec ce qui s'est passé ensuite en Algérie. La dimension fratricide des guerres qui ont eu lieu en Algérie depuis la guerre d'indépendance, mais jusqu'aux années 90, cette dimension fratricide-là, sur laquelle a beaucoup travaillé récemment Karim Al-Azali, par exemple, c'est déjà l'enjeu du film de Jacques Charby. Voilà. C'est l'enjeu des luttes entre les MNA et le FLN, entre les Algériens qui voulaient l'indépendance et ceux qui la refusaient et qui ont été nommés comme harkis, etc., etc. Cette dimension fratricide, elle est déjà au cœur de ce film. Et elle passe par des enfants qui sont aussi des sujets de la guerre, mais des sujets qui parlent, qui s'expriment, qui se battent dans les rues, et puis qui, vous allez voir dans l'extrait qu'on va montrer tout de suite, réagissent par rapport au réel, c'est-à-dire par rapport à une affiche de cinéma ou par rapport à une pancarte, avec une vivacité et une modernité qui résonnent absolument avec ce qui pouvait se faire en France ou dans les pays d'Europe de l'Est à la même époque. Un film magnifique, Une si jeune paix, donc c'est l'extrait numéro 3, s'il vous plaît, merci. La vérité. واش حسبت روحك كده؟ غمها. On n'est plus beaucoup pour l'anisette, hein? Ah non, qu'est-ce que tu veux? Ça nous empêche pas de la boire, tout de même. كاش في استقلال هنا ما نعرف يلزم نروحو هكذا الخميس سيتي ان بون ماتش شوف لا فيجيلانس est une arme qu'on ne dépense jamais en révolution. Voilà, donc là vous avez vraiment une balade comme
l'ont privilégié les cinéastes néoréalistes italiens ou même certains cinéastes français. On suit ces enfants voilà, dans les rues. Alors, le contexte, en fait, c'est juste 3 mois après les accords d'Évian, donc de mars, donc on n'est pas avant juillet 1962 où il y aura le référendum et donc l'indépendance à proprement parler. Donc le film joue aussi encore sur la présence française, attestée par le drapeau. Et donc vous voyez ces enfants des rues, ceux qu'on a appelés les yaouleds. Les yaouleds, voilà, les gamins les gamins des rues qui sont la résultante d'une décomposition très très forte de la société traditionnelle algérienne sous les coups de boutoir de la modernisation liée à la colonisation de ce pays-là, à la modernisation des structures, évidemment dans un cadre qui est celui du capitalisme, comme on l'aura évidemment compris, et qui a jeté à la rue toute une série de gamins. Et parmi ces gamins-là, il y en a un que l'histoire a retenu, c'est celui qu'on surnomme le petit Omar, qui est un des héros de la bataille d'Alger, un des héros de la bataille d'Alger, celle qui est réellement advenue, puis un des héros du film La bataille d'Alger, qui a été réalisé par Gillo Pontecorvo 2 ans après le film de Jacques Charby. Alors c'est aussi un film particulier, La bataille d'Alger, et pourtant, alors là on pourrait me dire, mais ce film-là, c'est le film le plus connu quand vous allez en Algérie. Si on parle de cinéma algérien en Algérie, évidemment, ce film-là, ça sera cité le premier. C'est celui qui passait rituellement tous les ans sur les chaînes de télévision algériennes. Mais c'est un film très, très, très retors aussi, La bataille d'Alger. Pourquoi ? D'abord, par son histoire et même par son financement, puisque la question de la production est au cœur de mon propos. C'est le seul film de l'époque qui a été produit par une société privée. Et cette société privée, c'est pas n'importe laquelle, c'est celle du protagoniste de la bataille d'Alger, qui est le seul survivant en fait du groupe du FLN à avoir conservé sa peau à la suite de la bataille menée contre l'armée française. C'est Youssef Sadi. Youssef Sadi a produit la bataille d'Alger avec sa petite boîte de production qui s'appelait la Casbah Film, et il l'a produit sur la base d'un accord avec les principaux chefs du pouvoir à l'époque. Youssef Sadi, c'était l'homme de la Casbah, et la Casbah n'était pas entièrement désarmée à cette époque-là. À l'époque, il y avait une lutte, une rivalité entre plusieurs chefs, notamment entre Ben Bella et Boumedienne. Et très clairement, l'accord qui a été fait avec Youssef Sadi, c'est tu n'interviens pas, et puis si tu as envie de satisfaire à tes ambitions artistiques, tu pourras le faire. Et c'est ce qu'il a fait, puisqu'il avait le désir de faire ce film qui allait raconter, du point de vue qu'il voulait défendre, ce qui s'est passé dans la bataille d'Alger. Il avait été informé que Gillo Pontecorvo et son scénariste Franco Solinas, qui sont aussi des anticolonialistes convaincus, des communistes, avaient envie de faire un film sur la torture en Algérie. Et donc il les a convaincus, Youssef Sadi, de les rejoindre sur la production de la bataille d'Alger. Donc c'est un film qui a été produit par Youssef Sadi. Voilà. Avec les moyens mobilisés par l'État, notamment militaires, puisque vous voyez un certain nombre de chars dans le film. Et puis, c'est un film qui a été tourné réellement dans la Casbah, avec les gens de la Casbah. C'est pour ça que le film reste toujours aussi puissant. Alors, le film est puissant aussi parce qu'il y a toute cette dimension un peu paradocumentaire, de reportage d'actualité que le film a su bien recréer. Il y a la musique d'Ennio Morricone, il y a un certain nombre de choses qui fait que... Et puis, il y a aussi l'intérêt même, je dirais, scénaristique du film. Par exemple, et je reviens justement sur les yaoulets, sur la question des enfants des rues. Le héros du film, c'est pas simplement Youssef Sadi, après l'arrestation de Larbi Ben Merdi dans la Casbah, c'est le petit Omar et c'est Ali Lapointe. Et Ali Lapointe, c'était un proxénète, illettré, qui va devenir le tueur de Youssef Sadi quand il était Youssef Sadi, le dirigeant de la zone autonome d'Alger pour le FLN. Et puis le petit Omar, c'était le neveu de Youssef Sadi, et c'était l'agent de liaison qui transmettait les messages, les armes et tout ça. Et vous avez l'enfant des rues d'un côté et vous avez le proxénète de l'autre qui vont participer à la conversion politique de la Casbah en territoire qui va soutenir la cause du FLN sur la base de ce qu'une historienne qui a travaillé sur le sujet, qui s'appelle Christelle Tarot, a appelé la moralisation de la Casbah. Les enfants des rues deviennent des sujets en étant des héros de la résistance armée, et les proxénètes aussi arrêtent d'une certaine manière de le faire pour, au contraire, punir sévèrement les caïds, les chefs de la pègre, les truands, les mouchards, ceux qui s'adonnent aussi à l'alcool. Et
ou ceux qui s'adonneraient au sexe. Et ça, c'est aussi dans le film. Donc ça, c'est un intérêt réel que le film a par ailleurs, mais, parce qu'il y a un mais, c'est un film qui est très complexe, comme je disais. J'ai parlé de la production, mais il n'y a pas que ça. Le deal qui a permis aussi au film d'exister, ça a été la possibilité pour Boumedienne de prendre le pouvoir. En 2017, Malek Ben Smail a fait un documentaire qui s'appelle La bataille de l'Alger, un film dans l'histoire, qui rappelle cette histoire-là. C'est-à-dire que quand les gens dans les rues voyaient les chars passer pour le film, c'est aussi les chars pour permettre à Boumedienne de chasser Ben Bella du pouvoir. Donc il y a une instrumentalisation aussi politique évidente de ce film qui maintenant est attestée. Et puis il y a aussi toutes les vies ultérieures de ce film qui sont passionnantes. On sait que ce film a beaucoup inspiré les Black Panthers, on sait que ce film a servi au Pentagone à organiser l'invasion irakienne. C'est un film qui a eu des vies ultérieures, c'est un film compliqué. Et puis il a eu une histoire aussi compliquée dans sa distribution. Le film a eu le Lion d'Or à Venise, la délégation française offusquée s'en va. Le film est censuré jusqu'en 1970. Ensuite, le film est montré, mais l'OAS répond à chaque fois une projection à plasticage, une projection une bombe, une projection des blessés, une projection des menaces. Ça a duré toutes les années 70. Au début des années 70 jusqu'au début des années 80, il y a la fameuse salle, je crois que c'était Jean-Michel Carré qui dirigeait le Saint-Séverin, elle a été plastiquée. Bon, donc, voilà, le film était censuré une seconde fois, mais par les exactions de l'extrême droite et de ce qui restait de l'OAS, qui s'était transformé en Front National à l'époque. Et du coup, on arrive aux années 2000, et finalement, c'est en 2004 que le film, enfin, est montré sans que ça soulève les angoisses d'une poignée de nostalgiques de l'Algérie française. On va regarder un extrait, parce que vous allez voir que dans cet extrait-là, il y a le petit Omar qui fait quelque chose... Alors, c'est très édifiant, et il est quand même difficile de ne pas être ému par ce que fabrique ce petit garçon dans la séquence à proprement parler. C'est la séquence numéro 4. Merci. Écoutez, le FLN veut vous empêcher de travailler. Le FLN veut vous obliger à fermer vos magasins. Le FLN veut vous affamer et vous condamner à la misère. Le FLN veut vous empêcher de travailler. Habitants de la Casbah, la France est votre patrie. Montrez que vous avez confiance en la France et en son armée. Le FLN veut vous affamer et vous condamner à la misère. Habitants de la Casbah, révoltez-vous contre les mots d'ordre du FLN. La France est votre patrie. Ayez confiance en la France et en son armée. Algériens, retournez à votre travail. Montrez votre affection à la mère patrie. Désobéissez aux ordres terroristes. شعبان Alors, c'est bien avisé? يا الخوة اسمعوا مليح جبهة التحرير ادخلكم ما تخافوش يا الخوة لا قرا فين يجحد النظام معكم يا الخوة تحيا الجزائر يا الجزائر هادو خوف Le micro change de sens. Hein. C'est très intéressant d'apprécier un extrait comme celui-là dans la perspective des sciences de l'information. Vous avez un bruit parasite, littéralement, qui transforme complètement le système et qui vient ajouter un sens nouveau à l'organisation préalable du sens et qui produit tout d'un coup une espèce d'embrasement comme ça. C'est la voix d'un enfant, voilà, c'est ça qui est beau. Et cet enfant, il a réellement existé, il avait 13 ans, il a été assassiné. Donc ça donne une force à ce film-là. La course m'oblige à aller encore plus vite. Bon, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Voilà, en tout cas, c'est le moment où l'Algérie triomphe sur le plan cinématographique. Donc le Lion d'Or, ce film, la coproduction de Z de Costa Gavras avec l'Algérie, le film à l'Oscar à Hollywood. Et puis en 1975, Chronique des années de presse de Mohamed Lagdarmina, c'est la Palme d'Or, unique palme
donnait un film en langue arabe, Unique Palm donnait un film issu du continent africain. Donc là, à ce moment-là, l'Algérie existe très intensément parce qu'elle a misé très fort sur le cinéma. Il y a la création d'une cinémathèque à Alger en 1965, sous l'impulsion d'Ahmed Ossine, mais aidée aussi par Jean-Michel Arnold et Henri Langlois. Enfin, bon, il y a une grande activité, il y a beaucoup de cinéphilie, il y a 450 salles à l'époque, enfin, tout ça fonctionne très très bien. Et dans les années 70, c'est la période la plus stable du cinéma qu'on fabrique en Algérie. Il n'y a pas de remise en question administrative, les structures fonctionnent. Mais alors, ça ronronne parce que ça produit un certain nombre de films qui sont tout à fait conformes aussi aux desiderata des idéologues qui sont au pouvoir, mais il y a aussi des exceptions. Alors, dans ces exceptions-là, il y a un certain nombre de films qui là aussi me tiennent à cœur de vous citer. Il y a par exemple un film de Mohamed Bouamari qui s'appelle Le Charbonnier, qui a été tourné en 72 dans le cadre de la réforme agraire, qui est un film très très singulier. Il y a Omar Gatlato, évidemment, de Merzdak El-Ouache, 1976, qu'on avait montré ici au prologue Tigritude, en présence du réalisateur, qui est un film pourtant qui a été fait tout à fait à l'intérieur du système, mais qui a causé un certain nombre d'interrogations de la part des représentants de ce système, parce que notamment on y parlait la langue que les gens qui étaient dans la salle reconnaissaient parce que c'était la leur, et on ne parlait pas cet arabe un peu littéraire qui était un peu incompréhensible pour eux. Donc évidemment, avec un film très situé, et situé avec une force, une véracité documentaire qu'on avait peu vue, et un peu plus éloigné des obligations à représenter la guerre, la révolution, l'indépendance. Vous avez Narla de Farouk Beloufa, je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez le premier film d'Assiad Djebar, La Nouba des femmes du Manchenois, à la fin des années 70. Et une singularité, une des plus merveilleuses, c'est Taria Yadidou de Mohamed Zined, qui a été tourné en 1971. Là également, c'est un film qui fait exception pour toutes les raisons du monde. La première, son financement, c'est un film qui n'a pas été produit par l'État, mais par la ville d'Alger, par l'Assemblée communale d'Alger. La commande, c'était faites-nous un film touristique qui mette en valeur les richesses architecturales, les grandes manifestations culturelles. Et puis Mohamed Zined n'en a fait qu'à sa guise, en poète. Tantôt suivant la ligne chaplinesque, quand les enfants comme ça débarquent dans la rue et passent par ces escaliers en Z qui relient le centre-ville à la Casbah. Tantôt la poétique est carrément celle de Dziga Vertov ou de Jean Vigo quand il fait À propos de Nice, avec un humour, une insolence, une blague dans ce film. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme ? C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Qu'est-ce que c'est que le socialisme? C'est l'inverse. Voilà. Bon, vous avez ça dans le film. C'est une blague géniale. Et voilà, donc il a eu envie de faire du cinéma. C'est un comédien, et il a fait la guerre. Et puis, il a fait un film. Et puis, on lui a dit non, non, c'est bon, stop. Pas la peine de penser à envisager en faire un second. Ben, il est parti. Il est devenu l'arabe du cinéma français de cette époque-là. Il a joué notamment dans Dupont-la-Joie. D'ailleurs, pas simplement l'arabe, parce que dans Dupont-la-Joie, l'OAS lui tombait sur le paletot quand même. Il a fait plusieurs jours d'hôpital parce que l'OAS a voulu lui faire la peau. Et puis, on le voit dans les Soudoués. Moi, quand j'étais gamin, je l'ai vu dans les Soudoués. Ce garçon, il me faisait beaucoup rire. Je ne savais pas qu'il avait cette vie-là. Et je ne savais pas qu'il était mort comme ça. C'est-à-dire qu'il est mort en 95, à Bondy, pas loin d'ici, en Seine-Saint-Denis. Et une des dernières phrases qu'il a dites, et dont je me souviendrai toujours, c'est « À chaque fois que je croise quelqu'un qui me reconnaît, on m'invite à boire un verre et jamais à m'offrir à manger. » Voilà. On va regarder l'extrait numéro 5.
Alors évidemment, je vous présente mes excuses par rapport à la qualité des extraits de certains films qui vous ont été présentés comme celui-là, mais ça dit aussi beaucoup de la difficulté à trouver trace de ces films-là. Alors ce film a été récemment quand même restauré, il y a une copie numérique qui existe, qui a quand même été financée par l'État algérien, mais il n'y a pas de DVD de ces films, hein. C'est des films qui n'existent pas en DVD, c'est des films qui sont très très peu montrés, et puis finalement qui circulent quand même dans des copies un peu dégueulasses, notamment par un passeur qui s'appelle Nabil Jedouani aussi, qu'on verra bientôt ici, pour le film de Brahim Saki, Histoire d'une rencontre, qui organise les archives numériques du cinéma algérien, parce qu'il faut constituer cette mémoire-là, et parfois cette mémoire elle n'est pas assurée par les gardiens de l'État, par les archivistes patentés. Donc du coup, c'est à soi-même de devenir des archontes et de constituer donc du coup des archives là où le travail de l'État n'est pas fait. Donc par rapport à Zinette, c'est évidemment le cas. Puis je pense aussi à un cinéaste contemporain qui est beaucoup inspiré par lui, qui s'appelle Lamine Amarhodja. Si vous avez la chance de voir ou de revoir Bla Cinéma, le film commence avec la projection de ce passage-là, et lui-même mettant ses pas dans les pas des enfants de ce film-là, parce qu'il faut quand même beaucoup d'enfance pour avoir le désir de faire des films, et particulièrement en Algérie, mais en tenant aussi à ce qui constitue finalement le désir de n'importe qui désirant se soulever, c'est-à-dire aussi un petit peu d'enfance. Donc voilà l'hommage pour Zinette, le Z de la bifurcation, le Z de Zarathustra, le Z des escaliers. Enfin, c'est ça un artiste, hein. C'est quelqu'un qui trace une espèce d'éclair et qui brise tout ce qui est un peu trop fixé, un peu trop arrangé. Ça a été le cas de Zinette. Et ce film-là en vaut des centaines. C'est le cas aussi de Assiette Djebar. Alors c'est un cas absolument passionnant. Assiette Djebar, elle tourne 2 films. À la fin des années 70, début des années 80, c'est des films qui sont produits par la télévision algérienne, comme Narla d'ailleurs. Ce n'est pas du tout des tournages qui s'organisent dans le cadre vraiment des structures officielles de la cinématographie algérienne. C'est des films qui sont faits un peu à côté. Assiette Djebar, c'est une dissidente, mais c'est aussi une dissidente en Algérie. Elle a été déjà, quand elle était une jeune étudiante qui rejoint la cause algérienne dès le milieu des années 50, et en faisant même l'admiration, semble-t-il, de Charles de Gaulle. Bon. Mais quand elle revient en Algérie, une fois que l'Algérie est indépendante, pour enseigner, et elle devient la première professeure d'histoire contemporaine en Algérie en 1962, on lui demande d'enseigner en arabe dit littéraire, et pas en arabe dialectal. Elle refuse, et elle s'en va, hein, claque la porte, y compris du pays à ce moment-là, quoi. Et ce qui est passionnant, et je ne me l'étais jamais dit comme ça avant notre rencontre de ce soir, c'est qu'au même moment où Assiette Djebar décide d'arrêter la littérature pour en faire du cinéma, en fait, Duras avait fait la même chose au même moment, quoi. Dans les années 70, on a 2 grandes femmes de lettres, 2 grandes écrivaines qui décident de dire j'arrête d'écrire, je fais des films. Alors Duras a eu plus de facilité pour faire ses films qu'Assiette Djebar, mais Assiette Djebar a fait 2 très grands films, donc La Nouba des femmes du Manchenois en 78, d'ailleurs c'est un film qui est à Venise, qui a eu un prix là-bas, et puis La Zerda, ou Les Chants de l'oubli, au début des années 80, en 1982. La Zerda, c'est un film. Alors c'est passionnant parce que ce qui l'intéresse, c'est l'oralité, c'est la multiplicité des langues qu'on parle en Algérie et le fait que ce sont des femmes qui parlent, enfin, que des femmes parlent et qu'elles parlent de leur rapport au quotidien, de leur rapport à la guerre. La Nouba, d'ailleurs, c'est pas simplement une référence à la musique andalouse ou à la fête, hein, c'est les récits du quotidien.
Et c'est ces récits-là qui lui permettent ensuite, avec La Zerda ou Le Chant de l'Oubli, de faire un film de montage dialectique, critique, à partir des archives coloniales. La Zerda, c'est le festin des images coloniales, le festin du regard colonial dévorateur, avec sa voracité. Ben, on va reprendre ces images et on va faire entendre des voix sous ces images-là. Voilà. Alors c'est très intéressant qu'il y a 2 grands films de montage dans les années 80 en Algérie. Il y a La Zerda ou Le Chant de l'Oubli d'Assed Djebar et il y a Combien je vous aime d'Azzedine Medour. Voilà, c'est 2 grands films qui vont revenir sur des archives coloniales et d'une certaine manière les faire d'arrier pour faire entendre autre chose, et particulièrement pour Assed Djebar, des femmes, des langues, des récits, de l'oralité, des choses très très nouvelles. En plus, il s'agit d'une femme, à l'exception d'Olga Polyakov, Cécile de Cugy, c'est intéressant, s'il y avait déjà des femmes qui étaient embarquées dans la guerre d'indépendance. Voilà, c'est une des premières femmes en Algérie, peut-être la première à faire des films comme une autrice à proprement parler. Et donc voilà, vous avez les chants, la Zerda. On va regarder l'ouverture de ce film. C'est l'extrait numéro 6. في مغرب أخضعوه نهائيا وأخمد صوته. توافد عليه سيل من المصورين والسينمائيين يلاحقوننا بعدساتهم ليلتقطون صورا لنا. الزردة هي هذا الحفل المشرف على الموت، نمتلكه ويدعون إدراكه. برغم الصورة التي قدموها عنا ورغم نظرتهم القاتلة، حاولنا أن نزيح اللثام عن وضع احتقروه، فاندفعت أصوات مجهولة فرضت نفسها كانطلاقة لروح المغرب الموحد ولماضينا. الذاكرة جسد امرأة، الذاكرة جسد امرأة ملثمة، عينها الطليقة وحدها تركز حاضرنا. C'est très intéressant de voir ce film, par exemple, de penser aux films qui ont été réalisés bien des années plus tard par Yervan Guenikian et Angela Ricciucci. On prend des images qui ont été tournées par d'autres dans des contextes historiques fortement idéologiques, notamment coloniaux, et puis on fait entendre autre chose, en fait, ce qui a été voilé par les images, qui a été comprimé, étouffé, asphyxié par les images, d'où le chuchotement qui est absolument magnifique. Voilà, c'est 2 très grands films et qui aussi vont ouvrir une voie très importante pour des femmes qui vont avoir le désir de faire des films en Algérie et de parler de leur point de vue de femmes pour parler aussi des femmes. Ça va donner dans les années 90 une grande réalisatrice de documentaires comme Jamila Sahraoui, suivie dans les années 2000 par Habiba Djanine, de femmes qui sont aussi originaires de Kabylie, donc qui sont doublement minoritaires comme femmes et comme femmes de culture berbérophone. Et puis, plus récemment, Nassima Guessoum, qui, quand elle tourne 10 1949 femmes, dédiée à une militante, Nassima Ablal, évidemment, aussi s'intéresse à la manière dont, finalement, l'histoire de l'Algérie, de l'indépendance, de la guerre et de l'indépendance, est une histoire masculine ou masculino-centrée, une histoire captive, d'une certaine forme de patriarcat, et donc du coup il s'agit aussi aux femmes de reprendre le fil de cette histoire-là. Ça commence probablement avec les films d'Assed Djebar. Et donc nous sommes dans les années 80. Alors c'est un moment intéressant, les années 80, parce que c'est le début à la fois des coproductions entre la France et l'Algérie, qui vont permettre à des réalisateurs du coup de disposer d'une certaine forme de marge de manœuvre pour dire des choses qui n'avaient pas été dites sur la guerre d'indépendance. Je pense notamment au Sacrifié de Cachatouita en 1983, qui va revenir sur les luttes fratricides entre le MNA et le FLN dans le bidonville de Nanterre, dans un film qui a fait grincer beaucoup de dents à l'époque. Mais c'est aussi le début de la privatisation de l'appareil d'État. Voilà, c'est le début aussi où on liquide tout ce qui reste de socialisme, on libéralise, on commence à laisser tomber l'entretien des salles, on commence un peu à abandonner cette idée que le cinéma pouvait être un outil d'émancipation, d'élévation culturelle. Enfin, tout ça est en train de partir
à volo. En fait, à partir des années 80 et avec la guerre intérieure ou civile des années 90, les choses vont absolument s'accentuer. La liquidation sera à peu près totale. Alors, un paradoxe, puisqu'on continue comme ça un peu à remonter le courant ou à le descendre en fonction de nos orientations dans les années 90. Les années 90, bon, il n'y a plus de salles de cinéma. Aujourd'hui, il reste 20 salles en Algérie. Il y en avait 450 à l'époque, des années 60. 20 salles. Aucune ne fonctionne pendant la guerre. Il y a eu un attentat à la Cinémathèque, donc dirigé à l'époque par Boudjema Karesh depuis la fin des années 70. Il y a eu 8 morts. Hein. C'est la seule salle qui est restée ouverte. C'est la salle de la Cinémathèque à Alger. On assassine des intellectuels, on assassine des poètes, on assassine des chanteurs. Et le cinéma est très très mal perçu et pas défendu véritablement. Et pourtant, des films ont été faits à cette période-là. Il y a des films qui ont été quand même tournés. Et c'est très intéressant de noter que ce sont des films qui, tantôt, ont été tournés par des femmes, de nouvelles réalisatrices comme Rachida Krim ou Afsia Zinaï Koudil. Voilà, l'une a tourné Sous les pieds des femmes, l'autre a tourné Le démon féminin. Je vais revenir sur le cas particulier de Jamila Sahraoui, ou bien c'est les premiers films qui sont tournés en berbère à cette époque-là. Alors il y a eu le printemps berbère en 1980, il y aura à nouveau un cycle d'émeutes important au début des années 2000. Les premiers films tournés en langue berbère ont lieu durant cette période. Le premier, c'est par Chérif Agoun en 1990, La fin des djinns. Vous avez La montagne de Baya d'Azedine Meddour, vous avez La colline oubliée d'Abderrahmane Bougarmou, d'après Mouloud Mameri. Donc ça aussi, c'est un fait notable. Ou alors des films qui reviennent sur la guerre d'indépendance de manière critique, pour évaluer d'une certaine manière ce qui arrive aujourd'hui, donc dans les années 90 pendant la guerre civile, à l'aune aussi de ce qui s'était déjà passé dans les années 50, en faisant un miroir ou un vis-à-vis entre les deux périodes. Et puis il y a un cas aussi, c'est celui de Nadir Moknesh, quand il fait le harem de Madame Osman, où lui, c'est le seul qui, d'une certaine manière, à ce moment-là, ou quasiment le seul qui se concentre comme ça sur une espèce de présent, avec les critiques qui lui ont été faites à l'époque, notamment sur l'usage du français dans son film. Bon. Mais il y a Jamila Sahraoui. Alors ça, c'est vraiment une réalisatrice qu'il faut redécouvrir constamment. C'est une des grandes réalisatrices de cette époque-là. C'est une documentariste. Alors là aussi, c'est important. Je disais minoritaire, femme. Elle est originaire de la région de Béjaïa. Et elle fait du documentaire. Le documentaire, c'est presque inexistant en Algérie. Ce qui existe, c'est la fiction. Là, massivement. Le film de Zined, voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup intéressé, c'est que ce n'est pas vraiment un film de fiction, il y a beaucoup de documentaires dedans. Le documentaire, c'est les autres. Le documentaire, c'est les gens. C'est pour ça que c'est un genre très plébiscité par les réalisateurs contemporains. Où s'ils sont de fiction, il faut que la part documentaire soit aussi importante. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Sinon, d'une certaine manière, peut-être qu'on retomberait un peu plus dans l'idéologie. Donc l'importance du documentaire, attestée par Jamila Sahraoui, elle fait une triade de films, comme une chronique au long cours dans sa ville d'origine, qui s'appelle Tazmalt, dans la wilaya de Béjaïa en Algérie, de la fin des années 90 au début des années 2000. Algérie, la vie quand même, Algérie, la vie toujours, et les arbres poussent en Kabylie. La même cité des martyrs, les mêmes jeunes qu'elle filme comme ça pendant plusieurs années. On y voit les fameux itistes, quoi, ceux qui tiennent les murs. Alors c'est très intéressant parce que ceux qui tiennent les murs, c'est ceux qui soutiennent la société. Vous connaissez le gag de Harpo dans Une nuit à Casablanca, il tient un mur. On lui demande pourquoi il le fait. Parce que je tiens le mur, et une fois qu'on le retire, le mur s'effondre. Donc quand vous voyez un hitiste en Algérie, c'est que c'est quelqu'un qui soutient la société, en fait. C'est pas quelqu'un qui glande. Voilà. Et c'est ce qu'elle montre. Et elle le montre à partir de son point de vue de femme, en le filmant des hommes. Et dans l'extrait que vous allez voir, c'est magnifique parce que des hommes sont regardés par une femme, et c'est le sujet du plan. Et c'est juste bouleversant. C'est l'extrait numéro 7. شو قلنا نعم فكيتني داه لا خطاب الصباح ايش لا شو تخزر يعني والله سيد فاهمها لك ممكن والله شو تخزر ما عجيبها هو شو كان عجباس تخزر غاد شو كان عجباس خاطر برسك على حسب وخزر يعني الناس السوري بلينا عجباس. Voilà, donc le film aussi, vous pouvez le voir sur YouTube. Alors voilà, revenons là sur la question, par exemple, économique, du financement. C'est un film qui a été produit par Arte et par le film d'ici de Richard Coppens. Pour avoir la liberté de pouvoir tourner
les gens qu'elle voulait, sans prescription, sans programme, à partir de son point de vue, et aussi filmer une région qui voilà, est d'une certaine manière en continuelle sécession, notamment sur le plan culturel par rapport à l'État central qui voulait imposer une langue, une religion. L'Algérie, c'est un pays de multiplicité linguistique, culturelle, et tout ça est un peu écrasé aussi par une hégémonie qui a été exercée par un parti en particulier. Donc la question de la minorité, j'ai parlé des enfants, femmes, minorité linguistique ou minorité même esthétique par rapport à la question du documentaire. Quand la fiction écrase tout, évidemment, tout ça passe par là et c'est la question du désir. Vous avez 2 hommes qui sont regardés par une femme. Voilà. Et ça, c'est un plan absolument admirable. Parce que dès lors qu'ils sont en capacité de soutenir ce plan, ce regard, et de se dire qu'ils sont aussi des objets d'un désir qui est celui d'une femme, et ben, du coup, là, elle construit quelque chose qui s'appelle un espace commun, quoi, qui est l'espace, la circulation d'un désir entre les hommes et les femmes qui ne mérite pas forcément un certain nombre de fixations fondamentalistes, quoi. Donc c'est vraiment des films très très importants. Ensuite, elle a fait 2 films de fiction, elle a un peu disparu des radars, et c'est des films qui sont très importants, parce que quand vous les regardez, vous voyez les feux, les gens groupés autour des feux qui parlent, et c'est déjà Atlal de Jamel Karkar, c'est déjà Sur les pentes des collines d'Abdallah Badis, enfin c'est déjà les grands films algériens contemporains, finalement, continuent d'une certaine manière ce qui s'est fait dans les films de Jamila Saroui, et qui ont été montrés dans les années 2000 dans une petite association qui s'appelait Chrysalide. Voilà, qui a été une association importante, animée notamment par Jaila Kadir Hanifi, qui est une femme de science, qui est devenue une femme de lettres et qu'on a pu voir notamment dans Inland de Tarek Teguia, et qui a accueilli des jeunes qui voulaient non seulement redécouvrir les films qui avaient été faits en Algérie, sans pour autant chaque fois qu'on leur répète qu'il n'y a que La bataille d'Alger, Le vent des Aurès et Chronique des années de Brest, qu'il y avait d'autres films, et puis découvrir d'autres cinématographies. Et parmi ces gens-là, vous avez Arsène Ferrani, Karim Moussaoui, plus tard Jamel Karkar et Sofia Djama, donc des gens qui font le cinéma en Algérie d'aujourd'hui. Donc ça a été vraiment très très important pour eux aussi de voir les films de Jamila Saroui, de dire il y a eu des films qui ont été faits par des femmes dans des régions voilà, qui ne sont pas les plus bénéficiaires des aides de l'État et qui méritent évidemment largement d'être documentées. Et après la guerre, il va y avoir vraiment un grand désir, mais un désir qui viendra de la base, des gens. En disant, le cinéma, on est quand même héritier d'une grande histoire de cinéma, et si l'État nous retire cette histoire-là, nous on va en faire. On va se débrouiller de toute façon. C'est le moment aussi où va arriver le numérique qui va permettre aussi une relative légèreté dans les manières de produire. On va continuer à multiplier aussi les ponts, notamment avec un certain type de financement en France ou ailleurs, parce qu'il y a des bailleurs de fonds qui existent, y compris dans la région ou un peu plus à l'est, vous avez AFAC au Liban, même Doha peut vous donner de l'argent pour faire un film avec de grandes convictions esthétiques. Et des films vont être faits, alors des films vont être faits de manière parfois même aux limites de la clandestinité, avec des configurations qui sont à chaque fois singulières, qui appartiennent à leurs auteurs. Tandis que dans le même moment, vous avez des personnes qui décident, notamment à Béjaïa, de créer les rencontres cinématographiques de Béjaïa. Et dans ces rencontres-là, de créer des ateliers de formation à la création documentaire en relation avec les ateliers Varan à Paris, comme Habiba Janine va les mener, va former un certain nombre de réalisateurs à l'outil documentaire, et ça va donner un certain nombre de films. Dans les années 2000, si on reste sur les auteurs, il y a 3 grands noms qui dominent le champ. Vous avez Malek Ben Smaïl, qui vient du cinéma amateur aussi. Alors, il faudrait beaucoup parler du cinéma amateur. Il y a un grand festival de cinéma amateur des années 80. Là aussi, c'est une manière pour les gens, d'une certaine manière, d'être à eux-mêmes leurs propres cinéastes. Malek Ben Smaïl vient d'une certaine manière du cinéma amateur. C'est aussi le cas de Hamid Ben Amra, par exemple. Et puis vous avez Tarek Teguia aussi et Rabah Merzemech, voilà, les trois grands cinéastes qui font des films qui sont vus, même s'ils le sont difficilement en Algérie, mais heureusement qu'il y a les rencontres cinématographiques de Béjaïa, et puis les DVD piratés, et puis maintenant les liens sur Internet pour que ces films-là circulent, parce qu'il n'y a pas de distribution en Algérie, il n'y a presque plus de salles en Algérie, donc c'est une vraie difficulté pour ces artistes-là d'être visibles. Des artistes qui ont aussi le souci du multiple, des multiplicités. Alors Malek Ben Smaïl, lui, c'est dans une optique pluraliste, démocratique, de confrontation des opinions.
Rabah Merzaimesh, lui, ce qui l'intéresse, c'est un peu de faire apparaître à l'écran une espèce de zone d'indiscernabilité entre la France et l'Algérie. Hein, la France, visiblement, ne s'arrête pas à Marseille, comme l'Algérie ne s'arrête pas à Alger. Et puis, pour Tareq Tegha, c'est d'aller dans le dos d'Alger et de découvrir que l'Algérie, c'est non seulement un continent, mais en fait, c'est plus qu'un continent, c'est une série d'archipels qui volatilisent l'idée même de frontières en allant jusque du côté de l'Irak et de l'Euphrate dans le cas de Révolution Zenj. Donc voilà, de grands cinéastes avec de grandes ambitions, évidemment, qui ont donné aussi beaucoup de désir à d'autres cinéastes de faire des films. Alors j'aimerais terminer avec 2 noms. Puisque j'aurais voulu vous montrer évidemment des films de Malik Ben Smaïl, j'aurais voulu vous montrer des extraits de films de Rabah Merzaimesh, et j'aurais voulu vous montrer des extraits de films de Tareq Tegha. J'en avais en fait déjà amplement parlé dans une précédente course qui avait été menée aux Ateliers Varan l'année dernière et qui est disponible aux Ateliers Varan. Vous leur demandez le code, on vous envoie la vidéo, et on s'était baladé 3h30, je crois, dans ce cinéma-là, et beaucoup d'extraits avaient été montrés. Du coup, je vais en montrer d'autres, 2 autres pour conclure notre course provisoirement. D'abord, vous montrer un extrait d'un film qui s'appelle La Parade de Taos, de Nazim Djemaï, qui est un cinéaste, un grand cinéaste peu connu, très très singulier. Alors lui encore, c'est une pure singularité. Il est né à Leningrad, donc à l'époque où Saint-Pétersbourg s'appelait encore Leningrad, d'une mère russe et d'un père qui a fui l'Algérie pour des raisons aussi politiques. Il tourne son premier film au Canada. Son dernier, il l'a tourné dans une clinique, la fameuse clinique de la Borde avec Jean Horry. Et entre les deux, il tourne son seul film algérien, lui qui a vécu, qui est de père algérien et qui a passé son enfance en Algérie, dans les jardins d'Alger. Ce film s'appelle La Parade de Taos. Et on va regarder un extrait tout de suite. C'est le numéro 9. هيا راكي خارجه عروسه. واش نهار كانوا انت لاصقه في ديك المرايه؟ Alors, tous les films de Nazim sont disponibles sur YouTube.
Il avait tellement pas le souci de faire carrière ou quoi que ce soit qu'il a mis tous ses films sur YouTube parce qu'il avait envie simplement que les gens les regardent. Il est décédé en juin dernier, il avait seulement 44 ans. Voilà, c'est des destins comme ça qui disent probablement quelque chose d'une difficulté. Ça n'empêche pas d'avoir eu le sens de la beauté. C'est un pur blason qui est dédié aux sexualités qui ont besoin de bricoler des formes de clandestinité dans un monde aussi marqué par la pénurie des logements et l'impossibilité d'avoir une vie privée ou d'une chambre à soi. Et le jardin public, c'est un lieu aussi pour soi-même. C'est aussi la grande tradition des jardins. Hein. C'est la grande tradition. Le jardin de rose, hein, Golestan. Et dans les jardins algériens s'y déposent les secrets des amoureux qui n'ont pas d'espace autre pour pouvoir s'aimer. Donc c'est un film absolument magnifique, comme est magnifique aussi Loubia Amra de Nariman Mari. Ce sera le dernier film de cette course. Nariman Mari, c'est vraiment une figure incontournable de ce qui se fabrique de fort, d'alternatif, de puissant en Algérie et qui concerne n'importe quel spectateur parce que c'est du cinéma. Hein. Nariman Mari, elle est réalisatrice. Elle a réalisé donc Loubia Amra, Rico Rouge en 2013, Le Fort des Fous et puis plus récemment en 2019 Attraction Holidays, donc des films qui ont été montrés au FID de Marseille en particulier. Mais elle est productrice aussi. Elle a produit beaucoup des films qui sont des films parmi les plus importants du cinéma en Algérie pour l'époque contemporaine. Elle a produit les 2 premiers longs métrages documentaires de Racine Ferrani. Donc Dans ma tête à rond-point, 143 rue du Désert. Elle a produit Atlal de Jamel Kerkar. Elle a produit aussi les films de Baya, Benchir El Fegoun, Fragment de rêve et Nar de Myriam Achour-Bouakaz. Donc ça, c'est une constellation vraiment des films les plus importants qui ont été faits ces dernières années, ou parmi les plus importants. Elle a travaillé aussi avec Nasser Mechkan, qui était le plus grand opérateur de cinéma de ces dernières années, pareil, qui a été fauché là il y a 2 ans, qui est un opérateur qui a découvert d'une certaine manière Tareq Teguia, parce que c'est un photographe de presse en fait. Ce n'était pas un opérateur de cinéma professionnel, par contre c'était un immense photographe de presse. Et Tareq Teguia a eu envie qu'il fasse l'image de ses films, Rome plutôt que vous, Inland et Révolution Zenge, et ça a donné envie à tous ces autres réalisateurs de travailler avec lui, dont Myriam Achour-Bouakaz, Maya Benchir El Fegoun, et puis donc le Nariman Mari, et donc elle fait Loubia Amra, et Loubia Amra, c'est Zéro de conduite à l'époque de la guerre d'indépendance. C'est-à-dire c'est un film avec que des enfants qui dansent, s'amusent, ont mal au ventre parce qu'ils mangent les faillots du colon français, et ces faillots leur donnent des ballonnements, et ces ballonnements non seulement leur donnent des flatulences, mais leur donnent aussi la possibilité de convertir ces ballonnements en soulèvements. Et dès lors qu'on ne rate rien de ce que c'est qu'un enfant ou de ce que c'est que notre enfance à nous, c'est-à-dire le désir du possible, c'est-à-dire la possibilité et insolent de ne pas satisfaire de l'existant, les enfants seront toujours là comme ils n'ont pas cessé de l'être dans notre course et comme ils le sont admirablement dans le film de Nariman Mari avec lequel nous allons courir parce que comme nous sommes des esclaves en fuite, nous cherchons une arme. Ce sera l'extrait numéro 10. C'est quoi ce bordel? C'est méchant, chef! Bute-moi ces putains de bêtes! Bute-les! 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 Bute-moi ces putains de bêtes! Bute-les! 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 Bute-les!
Merci. Merci.